Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder l'analyse et l'exécution d'un trade de A à Z. Donc littéralement, c'était quoi mon analyse, comment j'ai pris la position, comment je l'ai géré. Bref, on va regarder tout ça en détail. Au moment d'enregistrer la vidéo, on est en juin 2024, donc on vient de terminer le mois de mai et j'ai clôturé donc mes positions pour ce mois-ci et ça a été le meilleur mois pour l'instant de 2024 avec un petit peu plus que 8,5% de rendement uniquement dans mon trading actif, ce qui est tout simplement incroyable pour seulement un mois. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi tout simplement un trade que j'ai fait parmi les différentes positions que j'ai eues durant le mois. Et comme j'ai dit, eh bien, je vais vous l'expliquer en détail pour que vous puissiez comprendre un peu plus comment je trade et surtout que ça vous apporte le plus de valeur possible. Vous allez voir également, et ça c'est une petite précision que je voulais mentionner avant qu'on commence, j'ai pas pris le trade le plus impressionnant. En fait, j'ai même pris le trade qui était le moins rentable parmi les autres positions positives que j'ai eues. La raison pourquoi j'ai décidé de prendre ce trade-là et de vous l'expliquer, c'est parce que même si le trade n'a pas été un gain absolument impressionnant ou quoi que ce soit, c'était quand même une position qui était vraiment intéressante avec plusieurs points que je vais pouvoir développer un peu plus en détail et qui vont vous apporter donc beaucoup de valeur. L'objectif de cette vidéo, c'est ça, c'est de vous apporter le plus de valeur possible, de vous expliquer des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues en général dans le monde du trading sur Internet qu'on peut voir. Et au final, eh bien, c'est le trade, je trouvais, qui englobait le plus de ces points. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça va vous apporter énormément de valeur. Normalement, c'est le genre de contenu qu'on réserve pour les étudiants dans notre programme de coaching. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une autre vidéo dans ce style pour vous aider tout simplement le plus possible dans votre trading. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là dans le futur. C'est super important. Je vais me baser sur le nombre de likes pour voir si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc maintenant que tout ça est dit, allons-y directement et regardons ensemble le trade que j'ai fait. Donc ici, on est sur USD Yen, c'est-à-dire le dollar américain contre le yen japonais. C'est donc le marché du Forex. C'est un trade que j'ai pris dans la dernière semaine au moment d'enregistrer la vidéo. Et donc avant de regarder l'analyse en elle-même, le trade, etc., on va se pencher un peu plus en détail sur le contexte fondamental et d'un point de vue macroéconomique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette paire de devises. C'est quelque chose qui est super important. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, le fondamental, c'est ce qui fait la différence la plus souvent entre un professionnel et un particulier. Et donc, c'est important de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe point de vue fondamental, où est-ce qu'on est de façon générale et surtout, eh bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses. Et c'est ce qui va donc nous donner la direction la plus probable sur le marché. Et donc, on va commencer avec ça et je vais même vous ramener quand même plusieurs années en arrière pour vraiment comprendre comment on est venu dans la situation qu'on a présentement là-dessus. OK? Fait que premièrement, on peut aller sur un indice boursier. On va aller sur le S&P 500 qui est le plus grand indice boursier là, aux États-Unis et on va aller aussi loin qu'en 2020 avec la pandémie. OK? Et vous allez comprendre pourquoi je reviens aussi loin. C'est super important de bien comprendre encore une fois le contexte. All right? Donc, 2020 arrive, on a la pandémie. On a eu les confinements qu'on connaît tous et par la suite, on a eu justement le crash boursier juste ici. Ça a quand même été une drop assez violente. On a perdu 35% en bourse en seulement quelques semaines. Donc bref, une période assez intense. Et ce qui est arrivé donc par la suite, c'est que quand on a eu justement ce mouvement baissier sur la bourse, eh bien, juste ici, on a la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale aux États-Unis, qui est intervenue sur le marché en réduisant les taux d'intérêt et en faisant ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire de l'impression monétaire. Okay? Donc, quand on a eu justement le crash ici, on peut regarder les taux d'intérêt aux États-Unis et on voit qu'ils avaient baissé juste ici là, les taux d'intérêt de façon très agressive et donc commencé à imprimer de l'argent. La raison pourquoi ils ont fait ça, c'est tout simplement pour stimuler l'économie. Donc, le fait de rabaisser les taux d'intérêt, eh bien, c'est quelque chose qui va aider les gens à, par exemple, acheter des maisons, acheter des voitures, avoir des plus faibles taux d'intérêt sur des prêts, etc. Okay? Donc, c'est quelque chose qui va stimuler l'économie et le fait d'imprimer de l'argent et d'injecter cette liquidité-là sur le marché et de d'autres façons, eh bien, c'est aussi quelque chose qui va tout simplement aider l'économie. Donc, bref, la Banque centrale avait fait ça pour aider la situation à l'époque et par la suite, eh bien, c'est ce qui a créé le grand marché haussier qu'on a vu là, justement de mars 2020 jusqu'à début 2022.
Et ce marché haussier-là a amené une autre chose avec lui, c'est-à-dire l'inflation. Si on regarde aux États-Unis, on voit que l'inflation avait monté là, jusqu'à 9,1 %, ce qui est énorme. Okay? Pour vous donner une idée, l'objectif d'une banque centrale, c'est de maintenir l'inflation aux alentours de 2 %. Donc, quand on est rendu à 9 %, c'est vraiment, 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 vraiment élevé. Et il faut savoir également que l'inflation, c'est l'un des plus grands risques dans l'économie. C'est vraiment hyper important de contrôler ça parce que si l'inflation devient trop élevée, ça peut devenir une spirale inflationniste. C'est ce qu'on appelle de l'hyperinflation. C'est quelque chose qui, à un certain point, n'est presque plus contrôlable et c'est des choses qui ont déjà même détruit des civilisations entières dans le passé. Bref, on ne fera pas un cours d'histoire, mais le point, donc, c'est que l'inflation était rendue beaucoup trop élevée en fin 2021-2022 et c'est là, donc, qu'on a vu le marché se retourner tout simplement parce que eh bien, la Fed nous ont expliqué qu'ils voulaient vraiment commencer à monter les taux d'intérêt. C'est ça qu'on a eu juste ici. Donc, le but de ça, c'était de faire ralentir l'économie, ralentir l'inflation. Ça a créé le marché baissier qu'on a vu en 2022. Et depuis les points bas ici en 2022, eh bien, on est reparti dans un marché haussier. La logique derrière ça est très simple, c'est qu'on a réussi à faire baisser l'inflation. On peut le voir juste ici. Bon, on est quand même encore un petit peu loin du 2 %. Pour l'instant, on est plus vers un 3,4 % annuel, mais on a donc quand même réussi à bien faire baisser l'inflation sans pour autant que l'économie se plante ou quoi que ce soit. Donc, au moment d'enregistrer la vidéo, l'économie est encore très forte aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs observer là, si on regarde par exemple les données tout simplement du chômage qui, historiquement parlant, sont encore extrêmement faibles. Donc, bref, l'économie va bien. Il y a tous les indicateurs qui nous le montrent de façon assez précise. Et donc, tout ça pour dire que l'inflation a rebaissé. On n'a pas atteint l'objectif, mais on est dans la bonne direction. Et donc, c'est pour ça que la Banque centrale avait monté les taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation. Et maintenant que l'inflation a bien rebaissé, eh bien, ils ont arrêté de monter les taux d'intérêt. Pour l'instant, ils ont, on va dire, mis ça sur pause et éventuellement, ils vont même commencer à rebaisser les taux d'intérêt. Bon, bref, ça, c'est le contexte aux États-Unis. Maintenant, au niveau du Japon, parce que comme j'ai dit, le trade était sur USD-Yen, le dollar américain contre le yen japonais. Au niveau du Japon, il y a eu une situation assez différente, c'est-à-dire que ici, on a les données de l'inflation là, pour le Japon. Donc, on voit que l'inflation, oui, avait monté un peu, mais on était très loin des extrêmes qu'on a eu aux États-Unis ou dans la plupart des autres endroits du monde. Et l'inflation, on voit qu'il a quand même bien rebaissé et pour l'instant, on est très proche de l'objectif de 2 % annuel. Et donc, ça fait que le Japon, eh bien, ils ont monté une seule fois les taux d'intérêt juste ici en avril, mais ils ne les ont pas montés beaucoup. On voit que les taux d'intérêt avant étaient à moins 0,1 %. Donc, les taux d'intérêt étaient négatifs pendant plusieurs années au Japon. Maintenant, ils ont monté à 0,1 %. Donc, on est à essentiellement plus ou moins 0. OK? Et donc, ça fait que oui, les taux d'intérêt ont monté une seule fois, mais pour l'instant, on ne s'attend pas à d'autres hausses de taux d'intérêt, du moins pour l'instant, pour la Banque du Japon. Et c'est surtout qu'on a une énorme donc, différence entre les taux d'intérêt aux États-Unis et les taux d'intérêt au Japon. Aux États-Unis, on est à 5,5 %. Au Japon, on est à 0,1 %. Donc, on s'entend que c'est deux mondes totalement différents. Et donc, ce que je viens de vous expliquer juste ici, c'est la base du trade que j'ai fait sur USD-Yen. USD-Yen, pour vous mettre en contexte en passant, c'est la paire de devises que j'ai le plus tradé dans les 2-3 dernières années et j'ai fait beaucoup d'argent sur cette paire de devises-là, tout simplement parce que le fondamental est très clair déjà depuis longtemps et il est encore très clair aujourd'hui. Et donc, ça fait qu'on a d'un côté les États-Unis où ce que l'économie est très forte et où ce que les taux d'intérêt sont vraiment élevés et de l'autre côté, on a le Japon où les taux d'intérêt sont très faibles. Et ici, c'est ce qu'on appelle donc une divergence de politique monétaire. C'est-à-dire qu'avec les États-Unis, quand on a des dollars américains, eh bien, on peut placer son argent, par exemple, avec des placements garantis à une hauteur de plus ou moins, donc 5 % de rendement. Tandis qu'au Japon, eh bien, le rendement est pratiquement nul. Et donc, ça fait que le plus que ça dure, le plus longtemps que cette divergence de politique monétaire est présente, eh bien, le plus que le dollar américain devient attrayant par rapport au yen japonais. Et donc, si on retourne sur les graphiques et qu'on regarde USD-Yen, eh bien, c'est sans grande surprise qu'on voit que depuis plusieurs années, eh bien, la paire de devises est en constante augmentation. C'est principalement basé sur le raisonnement que je viens de vous expliquer. Aux États-Unis, on a tout simplement eu une inflation qui a été beaucoup trop élevée. Ça a poussé la Banque centrale à monter les taux d'intérêt de façon très agressive. Au Japon, ils n'ont pas eu le même problème au niveau de l'inflation et donc les taux d'intérêt sont restés relativement faibles. Ça a créé une divergence de politique monétaire et c'est ça qui justifie la hausse qu'on a
a sur la paire de devises. Bon bref, ça c'était le contexte vraiment, vraiment général, mais comme j'ai dit, c'est super important de comprendre ces choses-là. Encore une fois, la plupart des traders particuliers ne vont jamais prendre le temps de faire ce genre d'analyse-là, tandis qu'à un niveau professionnel, c'est principalement ce qu'ils font et c'est ça qui fait la différence, surtout au niveau de la compréhension des mouvements et où est-ce qu'on est sur le marché. Et donc, comme j'ai dit, en ce moment, si on regarde l'évolution même des dernières semaines, des derniers mois juste ici, eh bien, tout le contexte que je viens de vous expliquer, c'est encore le cas. Okay? C'est encore exactement ce qu'on a sur le marché. Oui, on s'attend à ce que la Fed aux États-Unis commence à baisser les taux d'intérêt éventuellement. Peut-être qu'au Japon, ils vont les remonter un petit peu plus éventuellement. Mais même si ça va dans cette direction-là, est-ce que ça change pour autant l'intégralité du contexte que je viens de vous expliquer? Eh bien, la réponse est non, tout simplement parce que même si les taux d'intérêt aux États-Unis viendraient à rebaisser un peu, et ceux du Japon remonter un peu, on a quand même un écart qui est énorme entre les deux cas. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait ralentir la tendance haussière, mais ça reste haussier malgré tout. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce que, par exemple, un investisseur qui a des dizaines et des dizaines de millions, eh bien, cette personne-là n'a aucun intérêt à détenir des yens japonais. Elle va littéralement perdre de l'argent parce que son argent ne va pas lui amener un rendement et il y a quand même un minimum d'inflation. Donc, le fait d'avoir des yens japonais, n'importe qui en ce moment sur la planète qui a des yens japonais dans un compte de banque, par exemple, elle va perdre assurément de la valeur sur son argent. Et donc, c'est pour ça qu'une telle divergence de politique monétaire, eh bien, ça force les gens à sortir du yen japonais et à aller dans d'autres devises. Et en ce moment, eh bien, le dollar américain est l'une des devises les plus intéressantes, tout simplement parce que les taux d'intérêt sont encore élevés et on pense qu'ils vont rester quand même relativement élevés, même si la Fed commence à les rebaisser un peu. Bref, donc ça, c'était le contexte, disons, plus général. Maintenant, le trade que j'ai pris, c'était un trade un petit peu plus court terme. Au moment d'enregistrer la vidéo, j'ai également un trade long terme que j'ai là, depuis ces niveaux-là, juste ici sur USD-Yen, qui continue de bien performer. Donc, je suis encore techniquement, même entre guillemets, investi sur cette paire de devises-là. Mais le trade que je vais vous présenter, c'est un trade un petit peu plus court terme avec plusieurs aspects, donc un petit peu plus précis par rapport à ça. Bref, donc si on regarde un petit peu plus en détail USD-Yen, on peut voir d'un point de vue graphique le niveau ici qui était très important. Ça, c'est le niveau des 152. Il y a plusieurs raisons de pourquoi ce niveau était important. La raison principale, c'est parce que c'était le dernier niveau défendu par la Banque du Japon. Ça, c'est un point qui est super important à comprendre. La Banque du Japon, donc la Banque centrale, c'est une banque centrale, on va dire, un peu différente que la Fed aux États-Unis. Et l'une des différences majeures entre ces deux banques centrales-là, c'est vraiment le fait que la Banque du Japon va parfois intervenir directement sur le marché s'il juge que le taux de change a évolué de façon trop rapidement en défaveur donc du yen japonais. Et c'est ce qu'on avait eu juste ici durant la première grosse jambe de hausse sur USD-Yen. Lorsqu'on avait touché le niveau des 152 juste ici, on voit qu'on avait rejeté ce niveau-là de façon très agressive. Et donc ça, c'était bel et bien la Banque du Japon qui ont fait une intervention qu'on appelle sur le marché et qui ont drivé le taux de change beaucoup plus bas. Et ça l'a marqué un point haut pendant très longtemps là, sur le marché. On voit qu'on est revenu tester 152 à deux reprises juste ici et qu'on n'a pas réussi à briser le niveau. Et on voit qu'ici, on avait testé également là, le niveau des 152 à plusieurs reprises avant finalement d'avoir un breakout. Ce breakout-là, je l'ai pris, comme j'ai dit plus tôt, et je l'ai encore aujourd'hui. Ce breakout-là nous a amené jusqu'au niveau symbolique des 160. Le niveau des 160 a été également protégé par la Banque du Japon. Donc, on a eu une autre intervention de la Banque du Japon. Et par la suite, on a eu aussi une intervention au niveau des 158 qui a ramené le prix jusqu'à 152. Donc ça, c'est des choses qui sont véridiques, c'est des choses qui sont vérifiables parce que la Banque du Japon doit émettre justement les positions qu'ils vont prendre là, de cette façon-là. Et c'est quelque chose donc qu'on peut quantifier. Et on a bien vu donc à 160 et à 158, on a eu deux interventions de la Banque du Japon pour les mêmes raisons qu'on avait eu à 152, c'est-à-dire qu'ils jugeaient que le taux de change avait évolué trop rapidement contre le yen japonais et ils voulaient ralentir un petit peu le marché. Maintenant, un point qui est important à comprendre par rapport à ces interventions-là de la Banque du Japon. On peut aller sur un graphique un peu plus court terme, là, puis on va voir vraiment, on va dire à quel point c'est intense quand ils interviennent sur le marché. Mais donc, un point qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que le fait que la Banque du Japon intervienne comme ça sur le marché, ce n'est pas quelque chose qui change
la direction fondamentale. OK? Donc, la direction fondamentale, ce que je viens de vous mettre en contexte là, au début, c'est pas quelque chose qui va être remis en question après des interventions de la Banque du Japon. Parce que la Banque du Japon, quand elle va intervenir sur le marché, elle va vraiment juste, en fait, pousser énormément de liquidités. Et donc, c'est ça qui va driver le prix de façon très rapide. Donc, ça va vraiment juste, en fait, provoquer une baisse de prix sur le marché, mais c'est vraiment donc purement quelque chose qui affecte le prix en lui-même. C'est pas quelque chose qui va changer le contexte macroéconomique ou alors la divergence de politique monétaire que je vous ai expliqué. Et donc, ça fait que lorsqu'on a des interventions comme ça de la Banque du Japon, eh bien, après ces interventions-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder pour acheter la paire de devises, tout simplement parce que je le sais par expérience et juste par connaissance aussi, que c'est pas quelque chose qui change la direction de fond. Et donc, quand on avait eu justement une première intervention juste ici, j'avais acheté USDN dans ces niveaux-là et on voit que le marché avait remonté par la suite. Ici, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais déjà un trade vers ces niveaux-là que j'avais juste décidé de garder. Mais donc, tout ça pour dire que les interventions en soi de la Banque du Japon, c'est quelque chose qui est à prendre en considération quand on trade ce genre de marché-là, mais c'est pas quelque chose qui va influencer quoi que ce soit au niveau de la direction fondamentale long terme. C'est plus une question de prix et souvent ce qui va former une correction là, sur le marché, tout simplement. Donc bref, on avait eu ces interventions-là de la Banque du Japon et depuis ces niveaux-là, donc ça c'était en début mai, eh bien on est de retour dans une tendance haussière. Et donc le contexte était sensiblement le même où ce qu'on a un dollar américain qui est encore relativement fort aujourd'hui et surtout le yen japonais qui est encore très très faible. On voit qu'on avait eu une première jambe de hausse ici, qu'on avait beaucoup corrigé et on voit par la suite qu'on a même repris le niveau ici et c'est dans ces environs-là que le trade que j'ai pris s'est concrétisé. Donc maintenant que j'ai mis un peu plus de contexte à ce qu'on est en train de regarder, eh bien, je vais vraiment vous expliquer plus en détail la position que j'ai prise sur USDN. Donc, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que, comme j'ai dit, j'étais déjà haussier sur USDN depuis très longtemps. Mais quand on parle de prendre des positions et d'avoir des trades, disons, un peu plus précis, eh bien, le but, c'est pas de juste acheter la paire et fermer les yeux. On veut quand même structurer un trade de façon donc la plus précise possible. Et moi, ce que j'attendais premièrement sur USDN quand on était, disons, dans ces environs-là, c'était qu'on rebrise le point haut juste ici. Le fait de briser un point haut comme ça, qui est très important sur le marché, ça fait juste nous montrer en fait que les acheteurs sont un peu plus en contrôle que les vendeurs et qu'on est donc bel et bien dans une tendance haussière. Et donc, lorsqu'on a brisé ce niveau-là aux alentours d'ici, c'est-à-dire à peu près le 22-23 mai, eh bien, c'est là que j'ai commencé à être intéressé pour acheter USDN. Maintenant, si on revient un peu là, dans le passé, donc supposons qu'on revient juste ici, est-ce que je vais commencer à acheter USDN directement quand on brise le niveau? Eh bien, dans cet exemple-là, la réponse est non, tout simplement parce que on voit qu'on avait un petit peu de divergence sur le RSI. Une divergence, c'est quand le prix continue, par exemple, de monter et que notre indicateur ici commence à baisser. Donc ça, c'est un signe qu'on a peut-être un début d'essoufflement au niveau du mouvement. Et c'est surtout aussi que on a avec même ce point-là une plus grosse divergence et que je m'attendais d'avoir une plus grosse correction. Souvent, c'est ça qui arrive quand on brise un niveau important. On va monter un petit peu, on va corriger et par la suite, on va être capable de pousser un peu plus loin. OK? Et donc, quand on est arrivé vers ces niveaux-là, eh bien, j'attendais tout simplement de voir si on allait corriger et on voit par la suite, si on avance un petit peu plus, l'évolution du marché. On voit que là, effectivement, on a commencé à faire une plus grosse correction vers ces niveaux-là. Et quand j'ai vu cette correction-là commencer à se former, eh bien, c'est là que j'ai commencé à, tranquillement, pas vite, m'intéresser pour acheter USD-Yen. Donc, on peut identifier tout simplement la correction qu'on a juste ici de cette façon-là. Et moi, ce que je voulais voir, donc, c'était la correction qui se terminerait idéalement vers ces niveaux-là, parce qu'on voit qu'on a aussi un niveau qui est quand même assez intéressant juste ici. Donc, si on était capable de revenir tester ce niveau-là et par la suite de repartir à la hausse, eh bien, c'était un trade qui m'intéressait. Donc, d'avoir, par exemple, une correction qui fait un peu de surplace et quand on brise ici, qu'on aille chercher le niveau des 158, qui est donc, comme j'ai dit plus tôt, le dernier niveau qu'on a vu l'intervention de la Banque du Japon ici. J'aurais pas pu viser plus loin pour ce trade-là parce que vu que c'est vraiment le dernier niveau de la BOJ, eh bien, il faut faire attention et il faut le prendre en considération. Et il y a un risque également que la BOJ décide de reprotéger encore une fois ce niveau-là en faisant une intervention. Et c'est pour ça donc que ça aurait été mon niveau d'objectif sur ce trade-là. Okay? Donc bref, ici on avait la correction qui commençait à bien se développer sur USD-Yen. On voit qu'on fait un peu de surplace, on voit qu'on revient tester la trendline qu'on a juste ici.
Pour l'instant, aucun breakout, donc il faut attendre de voir comment ça évolue. On rebaisse encore une fois, on remonte et au moment du breakout juste ici, c'est là que mon trade s'est concrétisé. On peut voir également qu'on avait une super belle divergence juste ici sur le RSI. Une divergence, donc encore même principe là, que je vous ai expliqué juste ici. Ça montre qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Le fait de rebriser juste ici au-dessus du niveau des 50 sur le RSI, on voit que le niveau des 50, c'est la ligne blanche que j'ai juste ici. C'est très, très bien respecté. Donc, quand on brise au-dessus comme ça, c'est un signe de force du marché. Donc, bref, d'un point de vue purement technique, c'était très, très, très intéressant ce qu'on avait juste ici sur USDN. Et comme j'ai dit, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai pris le breakout. Maintenant, avant de vous expliquer un petit peu plus en détail la structure du trade en lui-même, je veux aussi vous montrer qu'est-ce qu'on avait sur le DXY. Le DXY, c'est l'indice du dollar américain. C'est essentiellement un panier de plusieurs autres devises qui nous donne une estimation sur la valeur du dollar américain en lui-même. Okay? Si on regarde donc le DXY, où est-ce qu'on était au moment de prendre la position. Donc ça, c'est sur un graphique, disons, moyen terme. On voit qu'on remonte ici en début 2024. On voit que depuis le début de l'année, on est dans une tendance haussière sur le dollar américain. On peut tracer justement une trendline juste ici. Et on voit qu'on avait respecté donc ce niveau-là récemment avec la trendline, les moyennes mobiles, le niveau de Fibonacci, le key level. Bref, on a un très, 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 très gros niveau d'obstacle juste ici. On voit qu'on avait touché ce niveau-là. On voit qu'on avait remonté pour revenir tester ce niveau-là juste ici. Et on voit qu'on était en train de rebaisser un petit peu. OK? Donc ça, c'était justement un peu avant ma prise de position sur USD Yen. Et donc, je regardais attentivement le mouvement juste ici du dollar américain. On peut même le regarder sur un graphique d'une heure. Et là, il y a quelque chose que je voulais donc vous expliquer par rapport à ça qui était super intéressant et que vous allez encore mieux comprendre l'idée justement du trade derrière ça. Donc, on voit que le dollar américain avait respecté ce niveau-là. On avait remonté, testé celui-là. On avait rebaissé pour revenir encore une fois tester la zone juste ici. Et donc, quand on est venu retester cette zone-là, eh bien, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment être capable de briser le niveau? Parce que c'est ça la question. On revient tester un gros niveau. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on va briser le niveau ou est-ce qu'on va respecter le niveau et repartir à la hausse? Et selon moi, eh bien, la probabilité de respecter le niveau était beaucoup, 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 beaucoup plus élevée. Et je vais vous expliquer donc pourquoi. La première raison, c'est parce que, eh bien, d'un point de vue purement fondamental et au niveau du contexte en général, comme j'ai dit plus tôt, le dollar américain était et encore aujourd'hui intéressant. C'est l'une des devises qui a les plus hauts taux d'intérêt. C'est l'une des économies les plus résilientes à ces taux d'intérêt-là. Donc, on a un très, 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 très léger ralentissement économique, mais c'est vraiment faible et c'est beaucoup plus faible que dans plein d'autres endroits. Et donc, ça fait que le dollar américain, relatif à les autres devises que je vais trader, eh bien, ça reste quand même très intéressant d'avoir cette monnaie-là. Et donc, c'est certain que quand on touche un gros niveau technique, dans un contexte comme ça qui est positif, eh bien, juste avec ces informations-là, on le sait qu'il y a plus de probabilité qu'on respecte le niveau plutôt qu'on le brise à la baisse. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ici, on doit regarder les yields. Okay? Les yields, c'est un concept peut-être un petit peu plus avancé, moins connu en général là, par beaucoup de traders. Donc les yields sur TradingView, c'est US 10-year yield, okay? Donc US 10Y. Et essentiellement, les yields, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement le rendement des obligations 10 ans. Une obligation, c'est une dette qui est émise par un gouvernement ou par une entreprise. Ici, c'est une dette gouvernementale. Et donc, ça, c'est une obligation. Et les yields, c'est le rendement de ces obligations. Okay? Concrètement, ce que ça veut dire, si par exemple, en ce moment, on regarde les yields, on voit qu'ici, là, je l'ai. Le yield 10 ans aux États-Unis, on voit qu'on est à 4,5 %. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les obligations 10 ans aux États-Unis donnent 4,5 % de rendement sur le cash qui est investi là-dedans. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut acheter une obligation 10 ans et avoir un rendement garanti de 4,5 % pendant 10 ans. Okay? Concrètement, c'est un petit peu ça le principe. La raison pourquoi c'est important, c'est tout simplement parce que les yields sont étroitement corrélés à la variation de la monnaie et c'est souvent même utilisé comme un indicateur avancé à un niveau professionnel. Okay? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si les yields, par exemple, viennent à beaucoup monter ou à beaucoup baisser, eh bien souvent, la monnaie va suivre un peu cette évolution-là également. Et si on a une séparation des deux, c'est-à-dire que si, par exemple, les yields viendraient à monter beaucoup, mais que la monnaie ne monte pas encore, eh bien c'est peut-être un signe avancé que la monnaie va finir par remonter pour probablement une raison macro. Okay?
OK? Et vous allez voir ici, c'est exactement ce qu'on a eu et c'est pour ça que je voulais vous montrer là, particulièrement cet exemple-là parce que je le trouve très intéressant. Donc, si on enlève les moyennes mobiles juste ici et qu'on rajoute les yields sur le graphique, je vais même les mettre en candles juste pour mieux les voir. Je vais avancer un peu plus le graphique. Donc, regardez ici qu'est-ce qu'on a. OK? Je vais même enlever tous mes outils techniques là, pour l'instant. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a ici en termes de divergence entre le US et les yields. Donc ici, c'est le dollar américain et ça, c'est les yields aux États-Unis. Regardez ce qu'on a eu juste ici. Donc on voit que le mouvement est très, très, très similaire la plupart du temps. Ça va vraiment se suivre. Comme j'ai dit, c'est tout à fait normal. Mais regardez ce qu'on avait eu justement ici. Le dollar américain avait beaucoup rebaissé pour revenir quasiment dans les points bas qu'on avait ici, tandis que les yields avaient seulement corrigé un peu, mais on était très, très, très loin des points bas juste ici. Et on voit que les yields par la suite ont complètement explosé à la hausse, tandis que le dollar américain était encore relativement bas par rapport à sa structure récente. Et donc, basé sur ces deux graphiques-là, on voit que les yields ont énormément monté. Et quand je vois ça, eh bien, je le sais qu'il y a quand même une assez bonne probabilité que le dollar américain va vouloir rattraper, entre guillemets, le retard qu'on a sur les yields et faire un mouvement qui est assez similaire. Donc, quand j'ai vu ça sur les yields, le breakout qu'on avait eu là, juste ici, et je voyais le dollar américain qui commençait à essayer de se retourner parce que si on remet maintenant les outils techniques, je vais juste enlever les yields là, pour ne pas vous mélanger. Si on remet les outils techniques, on voit que le dollar américain, on avait touché le niveau important. On commençait à briser la trendline baissière juste ici. On avait de la divergence sur le RSI et on voit qu'on se rapproche du niveau des 50. Donc, je me disais, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, que la probabilité du retournement à la hausse pour le dollar américain à ce moment-là précis était extrêmement élevée à cause donc du contexte, le key level qu'on a sur le graphique long terme, les yields qui ont monté, la divergence, le manque aussi en passant de données négatives parce que le dollar américain avait beaucoup corrigé juste ici, mais on n'avait pas vraiment de nouvelles données négatives. Donc tout ça me faisait croire qu'on allait remonter sur le dollar américain, au moins pour revenir tester le niveau là, des 105 juste ici, qui est un niveau quand même assez important aussi là, sur le dollar américain. Donc bref, ça c'était toutes les raisons qui font qu'à ce moment-là précisément, je pensais que le dollar américain allait se retourner. Et c'est donc le même moment qui coïncide avec le breakout sur USD-Yen que j'avais tout simplement montré là, ici. Donc là, on va revenir un peu plus dans le passé au moment du breakout pour vous montrer comment j'ai pris la position et comment je l'ai géré. Okay? Donc, vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Donc là, on a regardé beaucoup plus en détail qu'est-ce qui se passait sur le dollar américain. Au niveau du yen japonais, je ne vais pas vous faire un résumé autant détaillé, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est-à-dire que le yen japonais, comme je l'ai dit, par rapport à toutes les monnaies, est extrêmement faible. C'est le cas depuis très longtemps. C'est encore le cas aujourd'hui. Et le fondamental par rapport à ça, je vous dirais que c'est pas mal aussi simple. On voit qu'au niveau du dollar américain, j'avais beaucoup plus de raisons, beaucoup plus de particularités qu'on a vues récemment qui me faisaient croire qu'il allait remonter. Mais au niveau du yen japonais, c'est négatif depuis des lustres et je pense que ça va rester ainsi encore pendant longtemps. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à préciser là-dessus. Là. C'est vraiment aussi simple que ça pour cette monnaie-là. Okay? Donc, bref, maintenant, si on retourne sur le setup, là, comme j'ai dit, au niveau de USD-Yen qu'on a juste ici, eh bien, qu'est-ce qu'on avait eu? Donc, c'était le marché qui avait bien remonté suite aux deux interventions de la Banque du Japon juste ici. On avait réussi à rebriser ce niveau-là ici et on a maintenant la plus grosse correction que je parle depuis tantôt. Okay? Et donc là, eh bien, quand que j'ai vu le breakout de cette correction-là, quand que je parle de breakout, je fais vraiment référence au fait de briser le dernier point haut de la correction, c'est-à-dire juste ici. Donc, quand on a eu ce breakout-là, précisément ici, eh bien, c'est là que j'ai rentré dans la position. Donc, j'ai acheté USDN juste ici. Ça coïncide en passant, comme j'ai dit, avec le moment de retournement sur le dollar américain. C'est ce qui m'a donné vraiment la confiance de rentrer dans la position. Donc ça, c'était mon point d'entrée. Mon niveau d'invalidation de trade était en dessous du niveau technique qu'on avait juste ici. Et mon objectif de profit, c'était tout simplement le niveau des 158 qu'on avait sur le graphique, qui était donc le dernier niveau de la BOJ. Tout ça me donne au total donc un risk-reward de 1,8 pour 1, c'est-à-dire que je peux faire 1,8 fois mon risque sur le trade. C'est pas un risk-reward qui est énorme.
C'est même, en fait, je vous dirais un risk-reward qui est plutôt faible par rapport à la moyenne des risk-reward que je vais avoir. C'est pour ça, au début de la vidéo, que je vous ai dit, puis vous allez le voir là, dans quelques minutes, c'est pas un trade qui est, en termes de profit, très impressionnant. Mais encore une fois, le but de ces vidéos-là, c'est pas de juste vous montrer mes plus gros trades et de faire comme si c'était tout le temps ça. OK, le but, c'est de vous apporter vraiment de la valeur et de vous aider pour de vrai dans votre trading. Et ici, on en a déjà vu plein de points super intéressants et il y en a un autre qui s'en vient que je vais vous expliquer aussi. Mais bref, je voulais juste repréciser ce point-là. Donc ici, c'était mon point d'entrée sur USD-Yen et le trade, eh bien, ressemblait pas mal à ça au niveau de sa structure. Et donc maintenant, si on regarde un peu comment ça a évolué, on voit qu'au début, le trade a bien performé. On a commencé à monter quand même assez rapidement. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais comme, bon, ben, OK, c'est bien, ça commence à monter, ça commence à performer, donc tant mieux. Par la suite, on voit que le marché s'est un petit peu retourné et on voit là qu'on est même revenu tester, en fait, le niveau qu'on avait juste ici. OK? Donc, jusqu'à là, pas de panique parce que c'est très normal de venir des fois tester un gros niveau technique comme ça avant de continuer de monter. Donc, jusqu'à là, tout allait bien. On pouvait même là, se tracer un Fibonacci pour mesurer l'impulsion juste ici. On voit qu'on était revenu dans les niveaux de Fibonacci, donc rien de stressant ou de trop particulier en fait là, par rapport à ça. Donc tout allait bien à ce niveau-là. Par la suite, on voit que le marché a remonté un petit peu plus. Et quand que le marché a brisé le niveau juste ici, eh bien là, j'ai pu déplacer mon stop loss, donc mon niveau de risque en dessous du nouveau point bas juste ici. Donc ça, c'était mon nouveau stop loss, tout simplement pour réduire donc le risque et avoir un nouveau niveau d'invalidation. OK? Donc là, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien, le trade roulait bien, on voit qu'on avait quand même pas mal de momentum, bref, tout était correct et je me disais qu'il y avait quand même pas mal de probabilités qu'on atteigne le niveau des 158 qui était donc mon niveau d'objectif. Par la suite, le marché continue de monter. On atteint le moins 27 Fibonacci ici, qui est un niveau moins important, vu qu'il n'y a pas de key level avec lui, mais quand même un premier niveau de Fibonacci qu'on peut observer. On voit qu'on essaye de le briser un peu, on voit qu'on commence à faire du surplace dans ces environs-là. Et lorsqu'on a commencé à faire du surplace juste ici, eh bien, j'ai pas eu le choix, en fait, de prendre mon stop loss et de le déplacer tout près du niveau de cette façon-là, en dessous du point bas qu'on avait juste ici. OK? Donc, même en dessous là, de la bougie verte juste ici. Et donc, ça, c'est ce que je voulais aussi prendre le temps de vous expliquer. C'est un concept qui est un petit peu plus avancé, que j'explique beaucoup plus en détail au sein de notre programme. Mais ici, on fait référence au concept du Risk-Reward Ratio dynamique. OK? C'est un concept qui est hyper important. Et concrètement, l'idée, en fait, c'est que quand on prend un trade, initialement, on a un risk-reward. Okay? Donc, le risk-reward, c'est ce que je vous ai montré juste ici. Donc, on voit que quand j'ai pris le trade, j'avais un risk-reward là, très précisément de 1,78. Okay? On voit que c'est écrit là, juste ici. Donc, 1,78, ça veut dire, mettons qu'on arrondit ça, là, mettons 1,8, ça veut dire que je peux faire 1,8 fois ma mise. Okay? Donc, si je risque, par exemple, 10 000 sur ce trade-là, eh bien, ça veut dire que je peux en faire 18 000 si on atteint mon objectif de profit. Okay? Bref, c'est juste un exemple. Mais maintenant, ce qui est important donc de comprendre, c'est que ça, c'est le risk-reward que j'avais au début du trade. Okay? Quand j'ai pris le trade, c'était le risk-reward que j'avais. Par contre, quand le marché évolue, quand le trade se développe de plus en plus, eh bien, le risk-reward va tout le temps varier. Le risk-reward va s'ajuster par rapport au prix et à chaque instant qu'on a un trade, on peut tout le temps gagner quelque chose de plus et reperdre quelque chose également. Et donc, il faut qu'à n'importe quel instant sur le marché, le risk-reward reste, on va dire, le plus intéressant possible et qu'on ne soit pas dans un risk-reward qui est complètement débalancé. Je vais vous donner un exemple. Okay? Supposons qu'on oublie le fait que j'ai déplacé mon stop-loss ici. Supposons là, que j'allais garder un stop-loss à ce niveau-là. Okay? Eh bien, à ce moment-là, OK, quand le marché est ici, mettons que je me mets un autre outil là, de risk-reward, mettons que le marché est ici. OK? À ce niveau-là, c'est quoi que je peux gagner de plus? Eh bien, ce que je peux gagner de plus, c'est ça ici. OK? Donc, le marché pourrait passer de ce niveau-là jusqu'à là. OK? Donc, ça, c'est ce que je peux gagner de plus. Mais si mon stop-loss est encore en dessous de ce niveau-là, par exemple, eh bien, je risque tout ça. OK? Je risque de reperdre tout le profit que j'ai ici et même de terminer avec une petite perte.
OK? Et donc ça me fait un risk-reward de 0,4 pour 1. OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. OK? On ne veut jamais être dans un risk-reward en dessous de 1 ajusté selon les probabilités. Et donc ça fait que lorsque je me retrouve dans des situations de risk-reward comme ça qui sont débalancées, je n'ai pas le choix de gérer mon trade. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en institution également. On ne peut pas garder un risk-reward comme ça qui est débalancé. C'est interdit. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais qui arrive. Et c'est pour ça, soit dit en passant, que tous les traders qui ne connaissent pas ce concept-là vont souvent se retrouver dans des situations où ils vont avoir un trade qui va aller en profit et qui va être en positif, mais qui vont terminer le trade à break-even. Ils vont tous reperdre le profit qu'ils ont potentiellement manqué sur justement le marché. Et ça, c'est la pire chose qui pourrait vous arriver. OK? Il ne faut jamais justement redonner au marché beaucoup de profit ou se retrouver dans une situation avec un risk-reward qui est débalancé. OK? Donc bref, tout ça pour dire que ici, je n'avais pas le choix de monter mon stop-loss pour garder un risk-reward qui avait de l'allure, OK, tout simplement. Et donc le stop-loss maintenant, ben, mettons que je le mets à ce niveau-là. Est-ce que c'est intéressant? On peut faire le calcul. On voit qu'à ce niveau-là, j'aurais un risk-reward de 0,67 pour 1. Est-ce que c'est bon? Non, OK? Donc, je n'ai pas le choix de le monter encore plus que ça parce que c'est pas intéressant. Je ne peux pas me permettre de, on va dire, reperdre plus que qu'est-ce que je peux gagner sur le trade. Ça fait juste pas de sens, OK? Fait qu'il faut que je déplace encore mon stop loss. Est-ce que je peux le mettre, par exemple, juste en dessous de ce niveau-là ici? Ça me donne un risk-reward de 1 pour 1. 1 pour 1, c'est pas si pire que ça si les probabilités sont vraiment bonnes qu'on aille chercher le niveau d'objectif avant le niveau de stop loss. Mais est-ce que ici, c'est le cas? Est-ce que ici, on a vraiment tant plus de probabilités de monter jusqu'à ce niveau-là et non peut-être de juste revenir, par exemple, tester le niveau ici et remonter par la suite, puis au final de me faire sortir avec le stop loss? Eh bien non, les probabilités ne sont pas tant plus élevées à ce moment-là qu'on monte plutôt qu'on baisse. Donc le fait d'avoir un risk-reward de 1 pour 1 avec des probabilités qui ne sont pas si intéressantes, ben, ce n'est pas non plus très optimal comme façon de gérer le trade. Et donc tout ça pour dire que le seul et unique niveau qui était intéressant pour avoir mon stop loss, c'était en dessous de ce petit niveau-là où on a le niveau de Fibonacci et quelques bougies qui ont comme formé un petit key level. On voit qu'ici, là, ça me donne un risk-reward de 10 pour 1 qui est donc vraiment, vraiment intéressant. Mais on voit que je n'avais pas le choix parce que les autres niveaux eh bien, ne me permettaient pas de sécuriser assez de profit tout en gardant un risk-reward qui a de l'allure. Okay? Donc bref, ça, c'était mon niveau de stop loss et on voit par la suite que je me suis fait sortir du trade juste ici avec un profit au total d'à peu près 1 pour 1 de risk-reward. Okay? Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, ce n'est pas un trade qui est impressionnant tant que ça au niveau du profit ou quoi que ce soit. C'est même plutôt faible par rapport à ma moyenne de trade, mais je le trouvais vraiment intéressant pour vous expliquer tous ces concepts-là, notamment au niveau des yields, le fondamental, l'intervention de la Banque du Japon, la gestion active comme ça. Bref, plusieurs points là, à expliquer juste ici là, pour vous aider. Et donc, concrètement, eh bien, ça ressemble à ça. Au niveau du trade, on voit que j'ai bien fait de sécuriser mes profits juste ici parce que par la suite, eh bien, le marché s'est complètement retourné et j'aurais même terminé donc en négatif ou peut-être juste à break-even si je n'avais pas autant géré mon trade. Et donc, c'est un bel exemple pour montrer donc l'importance d'une gestion active de position en trading. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui sur le breakdown de USDN. J'ai essayé de faire ça le plus simple possible et le plus direct pour que vraiment vous compreniez tous les aspects de ce trade. J'espère encore une fois que cette vidéo-là vous montre un petit peu plus que quand on fait du trading à un niveau professionnel, eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en considération, puis ça va beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on va voir souvent sur Internet. C'est un petit peu ça aussi le but de ces vidéos-là, de vous montrer qu'on peut pousser très, très loin son niveau de compétence et que c'est en le faisant donc de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher des bons résultats. Si vous voulez justement de l'aide dans votre trading, si vous aimeriez justement même travailler avec moi directement et rejoindre notre communauté qu'on a au sein de notre programme de coaching, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver une autre vidéo où j'explique plus en détail comment on fonctionne au sein du programme et comment on peut vous aider à réussir en trading. Sinon, guys, j'espère que vous avez, comme d'habitude, apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like, partagez-la et là-dessus, eh bien, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.